Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. L'enfance de Dapont. 1749 à 1773. Naissance de Emmanuele Conegliano. Remariage de son père, conversion et changement de nom. Entreeosemaire. Mort de son premier protecteur, Monseigneur Dapont. Dapont devient Pretredepart pour Venise. Lorenzo Dapont est né le 10 mars 1749 à Ceneda, petite ville qui dépendait de la République de Venise. En fait, il est né Emmanuele Conegliano. Il ne prendra que plus tard, en 1763, le patronyme sous lequel il deviendra célèbre. La ville de Ceneda n'était distante de Venise que de quelques dizaines de kilomètres. Elle a par la suite changé de nom pour devenir Vittorio Veneto. Ceneda n'est plus aujourd'hui que le nom du quartier ancien. Son père, Geremia Conegliano, est un modeste cordonnier de confession juive. Selon l'usage en vigueur à Venise, les Juifs sont regroupés dans un ghetto, bien que Ceneda ne compte alors guère plus de 10 familles juives. C'est l'évêque de Ceneda, à la fin du XVIe siècle, qui avait œuvré pour obtenir l'installation de quelques familles juives dans sa ville, notamment afin d'éviter que le commerce de l'argent n'y soit exercé par des catholiques. Tous les 10 ans, le droit de séjour des Juifs à Ceneda peut être remis en cause. C'est la pratique de la ricondotta, une sorte de permis de séjour et de travail à durée déterminée. L'usage veut également que les hommes portent un bonnet rouge qui permet de les distinguer. Ces pratiques choqueraient de nos jours, elles sont habituelles en ce temps à Venise. Toujours est-il que l'on ne signale pas, à l'époque de la naissance de celui qui deviendra Lorenzo Dapont, d'animosité particulière entre les communautés. En fait, en ces années du milieu du XVIIIe siècle, seul l'évêque de Ceneda semblait désireux d'évincer les Juifs de son diocèse. À plusieurs reprises, il demandera ainsi à Rome la création d'un mont-de-piété, ce qui permettrait, selon lui, d'écarter de Ceneda la petite communauté juive qui y avait été installée par l'un de ses prédécesseurs 2 siècles auparavant. La famille Conegliano comptera 3 enfants, 3 garçons. Emmanuel l'aîné qui est né en 1749, Baruch ou Baruch né en 1752 et Anania qui naît en 1754. Cette famille n'aura guère l'occasion de s'agrandir sous cette forme-là, puisque l'épouse de Geremia Conegliano décède en 1754, alors qu'Emmanuel Lorenzo n'est âgé que de 5 ans. Par contre, on verra que remarié en 1763, son père et sa belle-mère n'auront pas moins de 7 filles et 3 garçons, le dernier naissant en 1783. On ne sait que peu de choses sur la petite enfance d'Emmanuel Lorenzo. Il est possible de supposer qu'elle a été marquée par un manque d'affection maternelle, ce qui explique aussi la très grande proximité qu'il conservera avec Baruch, le futur Girolamo, le frère dont il se sent le plus proche. Il le présentera toujours comme son meilleur ami et son plus fidèle compagnon. Les psychanalystes pourront également chercher dans cette absence de rapport à la mère une explication de ses rapports avec les femmes. À défaut d'une affection naturelle et spontanée, il apparaît que Dapont veut toujours démontrer à tous, aux femmes comme aux hommes, qu'il est digne d'intérêt. Et cela, jusqu'à provoquer des réactions d'hostilité. Durant toute sa vie, ses facéties, ses facilités aussi, auront le don de lui créer des ennemis alors qu'il ne cherchait qu'à plaire et à séduire. Il aura en outre, et jusqu'à un âge avancé, une réelle difficulté à construire des relations stables avec les femmes, qu'il s'agisse de relations amicales ou amoureuses. C'est ainsi que Dapont avouera par la suite n'avoir jamais pu dire « je vous aime » à une femme avant l'âge de 42 ans, l'année de son mariage. Si la famille était modeste, elle n'était pas indigente. Le père de Dapont était cordonnier, à la tête d'un atelier. Il pourra donner un précepteur à ses enfants, mais l'enseignant choisi l'avait été à la mesure des moyens familiaux, ce qui devait être bien mince. Dans ses mémoires, Dapont se plaindra de la faiblesse de l'enseignement qu'on lui prodigua. Malheureusement, mon père fit choix d'un mauvais instituteur. C'était le fils d'un paysan. Il avait troqué ses bœufs et sa charrue pour la férule magistrale, et apportait dans ses nouvelles fonctions toute la rusticité de son origine. Et Dapont de regretter qu'à 11 ans, lire et écrire ait été toute sa science. Aujourd'hui, beaucoup pourraient dire que ce n'est pas si mal. C'était surtout dommage car déjà, perçait en lui un homme d'esprit. Il devait avoir la langue bien pendue et la répartie facile, puisque ses camarades l'avaient surnommé
le spirituel ignorant. Il n'était cependant pas ignorant de tout. Daponte se souvient qu'il avait découvert dans le grenier de son père, au milieu d'un fatras de vieilleries sans intérêt, les quelques livres qui constituaient la bibliothèque de sa famille. Et parmi ces ouvrages, quelques volumes de Métastasio, poète aujourd'hui oublié, mais qui fut à son époque un dramaturge célèbre qui collabora notamment avec Pergolèse, Gluck, Haydn et même Mozart pour le livret de la Clémence de Titus. Ces livres, Daponte dit les avoir lus avec avidité. Dès son plus jeune âge, il y avait donc en lui cet appétit de connaissance qui ne le quittera plus par la suite, et surtout cette aptitude à reconnaître le talent des autres. Mais son esprit demeurait encore en friche. Les choses évolueront vite cependant, et pour des raisons qui lui sont étrangères. En effet, en 1763, après 9 ans de veuvage, son père décide de se remarier. La communauté juive de Sénéda est réduite puisqu'elle ne compte que quelques familles. Il est donc probable qu'il n'a pas pu y trouver la jeune femme susceptible de devenir son épouse. Il porte son choix sur une jeune fille qui ne fait pas partie de cette communauté. Sa future épouse n'a même pas 17 ans et elle est catholique. Cette situation constituait bien sûr une difficulté. Pas à cause de l'âge de la future épouse, c'était à l'époque relativement courant. Le père de Daponte avait alors 40 ans. Daponte lui-même en avait 14. La difficulté provenait de la religion de la future marâtre. Elle est catholique. À Sénéda, à cette époque, c'est au père de Daponte de changer de religion s'il veut se marier. Il le fera, et ses 3 fils avec lui. L'évêque de Sénéda, qui souhaitait ouvertement le départ de Juifs de son diocèse, encourage et protège cette conversion. Et c'est ainsi que le 29 août 1763, après une préparation de plusieurs mois et dans le cadre de festivités impressionnantes pour la petite ville de Sénéda, non seulement toute la famille Conegliano se convertit au catholicisme, mais qu'elle change aussi de nom, adoptant le patronyme de son protecteur, l'évêque de Sénéda, Monseigneur Lorenzo Daponte. Ce patronyme n'est donc pas comme on le dit trop souvent un nom de plume pour Lorenzo Daponte, c'est le nom que cette famille portera à compter de 1763, date de sa conversion. À cette époque, l'Église, si elle n'est pas coutumière de telles conversions, ne répugne jamais à accueillir les convertis et à leur fournir un nouvel état civil. En Provence française, on connaît ainsi les Juifs du pape, qui, protégés par les papes d'Avignon, ont tous pris pour patronyme, après leur conversion, des noms de villages dépendant des territoires pontificaux de Provence. Le premier-né de la famille, celui qui nous intéresse, prendra non seulement le nom mais aussi le prénom de l'évêque de Sénéda, Lorenzo Daponte. Ce choix, prendre le même prénom que son protecteur, est sans doute significatif. Rien n'obligeait Emmanuel à le faire. Aucune indication ne vient étayer une quelconque demande ou pression du père de Daponte à ce titre. C'est donc bien un choix. De plus, on imagine mal l'évêque de Sénéda exiger que l'un des enfants de cette famille prenne son propre prénom. C'est Emmanuel lui-même qui a pris cette décision. Soit qu'il ait voulu se placer de façon spécifique sous la protection de l'évêque, soit qu'il l'ait fait dans un élan de reconnaissance ou d'identification, Lorenzo Emmanuel entendait occuper une place particulière dans cette nouvelle configuration de sa vie familiale. Les prénoms des autres membres de la famille seront eux aussi changés. Son père Jérémia devient Gasparo et ses frères deviendront Girolamo et Luigi. Par la suite, au cours de sa vie d'adulte, Lorenzo Daponte n'évoquera jamais ses origines juives. Ni d'un point de vue religieux, ni même d'un point de vue culturel. Et pourtant, bien plus tard, certains de ses adversaires ne manqueront pas de le rappeler. Il sera traité de foutu bouc juif dans de bien peu glorieuses publications, mais il ne répliquera jamais sur ce terrain. Quoi qu'il en soit, en 1763, Monseigneur Daponte est réellement un protecteur pour cette famille modeste. C'est lui qui se charge de la scolarité des enfants. Il sollicite et obtient pour eux une sorte de bourse d'études pour les frais de scolarité dus au séminaire de Sénéda. La Pia Casa dei Catechumeni, de Venise, la maison de charité des catéchumènes, versera cette contribution. Lui-même prendra en charge, sur sa cassette, les frais d'habillement et les frais annexes des 2 fils aînés de la famille, dont Lorenzo. Il faut aussi reconnaître que c'est au séminaire de Sénéda que se déroule cette scolarité. L'évêque balance visiblement entre la charité et l'investissement. En effet,
il était courant de confier l'éducation de ses enfants à l'un des petits séminaires qui n'étaient que des collèges religieux, dispensant un enseignement général qui ne prédisposait pas automatiquement au sacerdoce. Il n'en va pas de même des grands séminaires qui, eux, avaient pour fonction de former les futurs prêtres. Pour les Daponte, ce seront 2 fils qui iront y parfaire leur éducation, Lorenzo et Girolamo. Le fait d'inscrire Lorenzo et son frère Girolamo au grand séminaire de Ceneda les prédispose donc, de façon presque mécanique, à une entrée dans les ordres. À moins, bien entendu, que parvenus à l'âge adulte, ils n'en décident autrement. Ils y font leur entrée le 1er novembre 1763. 4 ans plus tard, en octobre 1767, leur jeune frère Luigi les y rejoindra. Daponte dira par la suite que c'est de sa propre initiative qu'il aurait demandé à Monseigneur Daponte de pouvoir intégrer le séminaire de Ceneda. Dans ses écrits transparaît surtout la volonté de s'éloigner de la nouvelle épouse de son père. Stimulé par le désir de cultiver mon esprit, et entrevoyant surtout les conséquences d'un mariage aussi disproportionné, je compris qu'il me fallait chercher ailleurs des ressources que je ne pouvais plus espérer rencontrer dans la maison paternelle. Daponte se serait donc rendu à la raison en formulant ce choix. Les choses ne sont sans doute pas aussi simples. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées. La proximité avec la jeune épouse de son père pouvait créer des difficultés, surtout quand on connaît le tempérament et l'appétit physique dont Daponte fera preuve par la suite. Il se peut que son père ait ainsi voulu éviter toute source de problème. Ce peut aussi être la volonté de la marâtre que d'éloigner les enfants d'une précédente union. Le fait que le 3e fils issu du premier lit, Luigi, ne tarda pas à rejoindre ses frères au séminaire de Ceneda, dès qu'il eut atteint l'âge d'y entrer, semble confirmer l'hypothèse selon laquelle le soudain engouement pour l'éducation religieuse dissimule, en fait, la volonté d'éloigner les 3 enfants issus du premier mariage. Bien des années plus tard, Daponte prétendra avoir rencontré à Venise et aimé une jeune femme, Mathilde, fille d'un duc napolitain et victime d'une telle machination. Les détails qu'il donne sont littéralement confondants. C'est un véritable miroir de ce qu'il a peut-être vécu. Un père veuf qui se remarie avec une jeune femme, le désir de cette dernière d'éloigner les enfants du premier lit et enfin l'enfermement dans un couvent pendant 6 longues années, la même durée que celle qui verra Daponte au grand séminaire de Ceneda, de 1763 à 1769. Il y a fort à parier que cette histoire est purement née de l'imagination de Daponte. Il semble tout aussi évident que, bien qu'imaginaire, elle donne en fait une clé pour comprendre comment il a pu ressentir cette période de sa vie. La vie de Daponte ne sera plus dès lors qu'une errance, aussi bien d'un point de vue purement géographique, qu'intellectuel ou social. On l'a ainsi décrit comme un aventurier malgré lui. L'histoire offre peu d'exemples d'une telle variété de situations, de lieux pour un homme pourtant si peu attiré par l'aventure. La constante qui peut le caractériser se situe sans doute dans une inébranlable confiance dans sa destinée et son talent que, du reste, il ne confond pas avec le génie. Son talent est fait de travail et d'apprentissage. Sa naïveté et le désir, parfois pathétique, de se mettre à l'abri des problèmes matériels feront le reste. C'est ainsi que son envie d'enrichissement parviendra même à transcender chez lui le souci du paraître social. Il ne se lamentera pas lorsqu'il se fera épicier à New York. Il trouvera simplement cocasse la situation lui faisant servir des verres de gin à quelques cents aux marins de passage, lui qui n'avait jusque-là vécu que de son esprit. Toute idée lui permettant de gagner de l'argent lui semble bonne. On peut réellement dire qu'il n'a aucune appréhension morale de la vie. Dès lors qu'il en est le bénéficiaire, aucune limite ne saurait s'imposer à lui. Néanmoins, Lorenzo Daponte accuse quand même le sort qui s'acharne sur lui, la méchanceté des hommes, leur propension à la trahison, leur volonté de lucre. Ses mémoires sont un véritable chapelet de lamentation, qui rendent toujours ces situations instables et provisoires, le contraignant à une perpétuelle improvisation. On peut aussi penser que Daponte fera en ces années 1763 et 1764, année de son entrée au séminaire et du remariage de son père, le deuil d'une vie familiale stable, s'ouvrant ainsi de façon paradoxale les portes du monde. Le séminaire de Ceneda sera aussi le lieu où il se forgera des liens d'amitié durables. C'est là qu'il rencontre Michele Colombo, un condisciple de quelques années son aîné, avec qui il demeurera lié toute sa vie malgré les vicissitudes de leur vie respective.
Colombo deviendra précepteur pour de riches familles nobles. La relation des deux anciens condisciples est importante. C'est en effet souvent par la correspondance échangée avec lui qu'il est possible de reconstituer certaines périodes obscures de la vie du poète de Sénéda. C'est donc au séminaire de Sénéda que d'Aponte et ses frères, après des débuts pour le moins approximatifs, vont se créer une réelle culture latine. Lorenzo est doué, très doué, ses résultats sont remarqués. Tellement même que son père se méprend sur sa vocation, et le voyant réussir au séminaire, le destine à la prêtrise. Cette culture qui consiste à leur apprendre à composer des sermons ou des vers latins, d'Aponte sent bien qu'elle est incomplète. C'est l'un de ses maîtres au séminaire qui l'initiera à la lecture de Dante, de Pétrarque ou d'Arioste. Il en fait son miel et redouble d'ardeur dans leur étude. Il se voit poète, il y travaille, rien ne saurait l'y faire renoncer. Il ira même jusqu'à voler son père afin de pouvoir acheter des livres et compléter sa bibliothèque. d'Aponte, qui achetait beaucoup de livres, trop pour sa bourse, était en compte avec son libraire. Pour solder ce compte, il eut l'idée de dérober à son père des pots dans son atelier afin de les remettre en paiement à son libraire dont le fils, cordonnier, aurait l'usage. Seulement, il fallait les sortir de l'atelier ces fameuses pots. La femme de son père se tenait ce jour-là, devant la porte de l'atelier à pérorer avec des commères. Afin de les éviter, d'Aponte emprunte une porte dérobée, mais il doit quand même passer dans la ruelle à proximité de ce groupe. Il décide de cacher les pots dans son dos, sous son manteau. Le voyant ainsi affublé, l'une de ces femmes s'étonne de la soudaine déformation du dos de Lorenzo. Il entend cette réflexion, panique, laisse tomber les pots au sol, s'enfuit à toutes jambes, et devra s'en expliquer avec son père devant Monseigneur d'Aponte. Le prélat trouvera l'incident charmant, et lui remettra de quoi payer le libraire. L'anecdote n'est peut-être pas rigoureusement exacte, puisqu'elle est rapportée par d'Aponte lui-même. Elle est cependant révélatrice de son état d'esprit, à la fois soucieux de se cultiver et rebelle au point d'en arriver à voler pour satisfaire ses désirs. Par ailleurs, il se coule parfaitement dans le moule qui lui est proposé. Ses lettres de l'époque révèlent une véritable intégration à l'idéologie et à l'avenir social qui lui sont offerts, même si l'on ne ressent jamais d'élan mystique dans ses écrits. Mais plus qu'à l'approfondissement de la foi, d'Aponte travaille à se forger une culture. Il dévore tout, les auteurs anciens, les modernes. Et par-dessus tout, il cherche à comprendre comment sont faits ces chefs-d'œuvre. Il les dissèque, les transcrit plusieurs fois, les commente, les critique. Il s'exerce dans toutes sortes de compositions, sur tous les rythmes, s'inspirant de leurs plus belles pensées, cherche à élever son style à leur hauteur. C'est un jeune homme de 16 ans qui parle ainsi. Les résultats scolaires de d'Aponte ne déçoivent pas ceux qui ont misé sur lui. Il triomphe des 2 années de grammaire latine, passe sans encombre l'année de rhétorique et est admis en classe de philosophie. Doivent alors suivre 2 années de théologie. Il ne les suivra pas. Pas à Sénéda. En effet, l'évêque de Sénéda, Monseigneur Lorenzo d'Aponte, meurt en juillet 1768. On l'a dit, la famille d'Aponte était modeste. On ne pouvait envoyer Lorenzo, Girolamo et Luigi faire des études au séminaire de Sénéda que grâce à la générosité de l'évêque. Les 3 frères d'Aponte se trouvent dès lors ramenés à leur condition sociale initiale. Ils ne peuvent poursuivre leur scolarité au séminaire. La situation est même si grave que d'Aponte prétendra avoir également dû renoncer à un mariage. Preuve que sa foi n'était pas aussi affirmée qu'il voulait bien le laisser entendre et que la perspective de la prêtrise ne devait pas lui sembler aussi évidente. C'était du reste bien normal. Il avait 19 ans, il connaissait les mêmes tourments que tous les jeunes gens. On ne sait rien de celle qu'il devait alors épouser, si ce n'est qu'elle était noble et jolie, et que d'Aponte dit l'avoir aimée tendrement. Renoncer à ce mariage ne semble avoir été motivé que par les soucis financiers de sa famille. Après le décès de Monseigneur d'Aponte, évêque de Sénéda, il fallut que la Pia Casa délibère de nouveau sur le cas des 3 frères d'Aponte. Les frais de vie des 3 étudiants étaient en effet pris en charge par l'évêque de Sénéda. Or, son successeur qui n'avait pas de relation particulière avec cette famille refuse de poursuivre l'arrangement initial. En outre, on découvre alors que ces 3 frères posent des problèmes et que le séminaire de Sénéda souhaite les éloigner vers d'autres cieux. La Pia Casa cherche une solution à cette difficulté. Les écarts de conduite de Lorenzo, son tempérament,
ne sont sans doute pas étrangers à la volonté du séminaire de Sénéda de se séparer de ses 3 élèves encombrants et désargentés. Le principal problème est financier. On trouve finalement le moyen de les faire entrer au séminaire de Porto-Groaro. Un nouveau protecteur, l'évêque de Concordia, apportera alors, à son tour, aide et assistance à cette famille en obtenant une sensible réduction des frais de scolarité, ce qui permettra de remettre rapidement les 3 frères d'Aponte à leurs études. Lorenzo entre au séminaire de Porto-Groaro en 1769. Il a 20 ans. Il restera 4 ans à Porto-Groaro. Il s'agit d'un établissement moins bien coté que Sénéda. La classe sociale des recrues n'a rien de commun avec ce qu'il avait connu auparavant. L'enseignement lui semble également être de piètre qualité. Il craint même que son inspiration poétique ne le fuie de ce fait. Il s'en inquiète dans les lettres qu'il adresse à son ami Colombo qui, lui, est resté à Sénéda. Pourtant, son niveau en philosophie est jugé insuffisant par ses professeurs. On l'oblige à retourner en classe de philosophie. Le décès de Monseigneur d'Aponte aurait pu être l'occasion pour d'Aponte de sortir d'un chemin qui ne lui convenait pas. Il n'en fit rien. La poursuite des études au séminaire le conduisait directement au sacerdoce. D'Aponte, bien des années plus tard, dira de ce choix qu'il fut d'un parti opposé à ses goûts et à ses études. Néanmoins, en 1772, 3 ans après son entrée au séminaire de Porto-Groaro, il entre dans les ordres en qualité de clerc. Il semble cependant y avoir finalement trouvé sa vitesse de croisière. Il se fait une raison, ce qui ne lui ressemblait pas jusque-là. On le voit ainsi promu préfet des études dès sa 2e année de présence à Porto-Groaro. À peine parvenu en 3e année, il est désigné pour occuper la chaire de rhétorique. Il devient même l'adjoint du directeur du séminaire en fin de 3e année. Cette ascension vertigineuse en si peu de temps démontre, s'il en était besoin, la capacité de d'Aponte à se fondre dans un univers dont toute sa vie future révélera qu'il lui était totalement étranger. Les lettres qu'il adresse à Colombo reflètent certes un grand respect des règles de vie des futurs hommes d'Église qu'ils sont appelés à devenir, mais on ne sent toujours pas chez lui ne serait-ce que l'esquisse d'un début de foi. Il faut aussi dire que la vie est une tentation permanente pour ces jeunes gens. Ils ont 20 ans, bien des tourments et bien peu de liberté pour en parler. La vie pour eux c'est bien sûr Venise. Toute proche et si lointaine à la fois. Porto-Groaro n'est située qu'à quelques dizaines de kilomètres de la cité des Doges. Elle est la ville de toutes les tentations, mais aussi la référence. Pour les 3 frères d'Aponte, c'est aussi de là que vient leur salut financier par l'intermédiaire de la Pia Casa. D'Aponte et ses frères découvrent Venise en 1771. En effet, Lorenzo et ses frères tombent gravement malades cette année-là, sans doute atteints par la malaria. Le séminaire décide de les éloigner des miasmes des marais qui entourent Porto-Groaro et de les envoyer en convalescence à Venise. Ils y seront hébergés dans des locaux situés près de Santa Maria degli Salute, en plein cœur de la ville. On dit même qu'il aurait pu y rencontrer le jeune Mozart qui y séjournait lui aussi pendant ces mois de février et mars 1771. Le hasard ne fait pas toujours bien les choses, ils ne se rencontreront pas. Ils appartiennent à 2 mondes trop différents. L'un est un jeune prodige cornaqué par son père, l'autre n'est qu'un séminariste désargenté et en convalescence. Il ne faut pas trop en demander au destin. Il saura les réunir, le moment venu. Après cet intermède de quelques mois, d'Aponte reprend le chemin du séminaire et ses études. C'est là qu'il déclamera, au milieu d'applaudissements unanimes, une cantate en l'honneur de Saint Louis. L'œuvre est remarquée et appréciée, surtout par le protecteur du séminaire, Monseigneur Gabrielli, évêque de Concordia. On lui en saura gré. Il en sera récompensé. C'est ainsi que dès 1771, il devient titulaire de la chaire de rhétorique au séminaire de Porto-Groaro. Un tel honneur est d'ordinaire le couronnement d'une carrière universitaire. D'Aponte, lui, n'a que 22 ans lorsqu'il accède à ce poste. Cela déclenche, selon lui, une véritable cabale qui aboutira à l'abandon de sa chaire et à son départ du séminaire. Ses détracteurs, au sein même de cet établissement, le décrivent comme un bavard superficiel et un méchant versificateur. Manifestement les facilités de d'Aponte excèdent ses besogneux ennemis. C'est du moins ainsi qu'il les perçoit. C'est possible.
Possible, mais pas certain. En effet, Daponte est toujours prompt à se présenter en victime de conspiration et s'il est vrai que le monde universitaire est largement aussi cruel que le monde des affaires, force est de constater que Daponte se voit toujours querellé par des sots, des lâches et des imbéciles. Il est ordonné prêtre en mars 1773. Il sera un prêtre sans paroisse, ce qui est fréquent à l'époque. C'est aussi le cas de Vivaldi, un prêtre qui était même dispensé de dire la messe. Dès la fin de l'année scolaire au séminaire de Portogruaro, Daponte, qui en était devenu vice-directeur, quitte l'établissement. Dans ses mémoires, Daponte explique sa décision par la cabale qui se serait développée autour de lui à l'initiative de ses collègues jaloux de ses succès et de son talent. Leur comportement y a sans doute contribué, mais là ne se trouve pas toute l'explication. Daponte reste étonnamment peu disert sur la forme et les moyens employés par ses adversaires pour obtenir son départ. Les simples critiques ne sauraient en effet avoir suffi pour l'obliger à abandonner. On a parfois prétendu que son départ du séminaire et sa démission seraient liés à la rédaction rendue publique d'une élégie du sauvage américain, article reprenant les thèses de Jean-Jacques Rousseau. Rien n'est plus faux. La chronologie des événements contredit cette thèse, puisque cette étude effectivement rédigée par Daponte intervient en 1776, époque à laquelle il est enseignant au séminaire de Trévise depuis au moins 3 ans. Il quitte en effet le séminaire de Portogruaro en 1773 pour s'installer quelques mois à Venise. Après quoi, bien vite, il devra quitter la Sérénissime pour rejoindre Trévise la même année. En fait, on sent chez Daponte la volonté de rompre avec une vie qu'il n'avait pas vraiment choisie. En cela, Daponte est moderne pour son siècle. Il vit dans un monde où le destin est encore écrit par la naissance et non par le mérite ou le libre choix. Visiblement, cette conception n'est plus celle de Daponte à compter de 1773. Jusque-là, il fut bon fils, si bien qu'il se plia à la volonté de son père quand celui-ci choisit de faire entrer Lorenzo au séminaire puis dans les ordres, malgré son évident manque de foi. Dans ses mémoires, s'il fait de fréquentes allusions aux qualités de certains hommes d'Église, à leur culture, à leur bienveillance à son égard, ou encore à la qualité de l'enseignement dont il a bénéficié, il n'y a cependant jamais d'allusion, fût-elle lointaine ou pudique à Dieu. Daponte était à l'évidence athée. Quitter le séminaire de Portogruaro en 1773 ne dut pas être un déchirement pour lui. Accablé Daponte en lui rappelant constamment son état passé de prêtre, le traité de Défroquer relève ainsi d'une certaine mauvaise foi. Il ne fut jamais un zélateur du catholicisme, son engagement dans l'Église, Daponte ne l'avait que modérément choisi, il n'aura aucun mal à s'en défaire. Du reste, on le retrouve immédiatement à Venise. Et si le motif officiel de sa venue est le poste de précepteur qui l'y attend, ce sera en fait pour une toute autre vie faite de jeux, d'amour et de hasard. Chapitre 2. Le jeu, l'amour et le hasard. 1773 à 1779. Daponte à Venise, débauche ou libertin, la passion des femmes, la passion du jeu, l'improvisation, POETIQUE, professeur de RHETORIQUE, Daponte POLEMISTE, le PROCES. S'il est une ville qui pouvait permettre à Daponte de se révéler à lui-même, c'est à l'évidence, Venise. Ville de tous les excès et de toutes les tentations qui mélangeaient à loisir la plus grande permissivité et un rigorisme totalement archaïque. Venise mourait, mais elle ne le savait pas. Lorsqu'il arrive à Venise en 1773, la ville vit encore dans le souvenir d'un passé pourtant révolu depuis plusieurs siècles. Son indépendance ne sera bientôt qu'un souvenir. Le dernier doge abdiquera en 1797. La grandeur, l'influence de Venise a connu son apogée au XIVe siècle. C'était alors une puissance maritime et commerciale qui ne connaissait que peu d'équivalents dans le monde. Les Vénitiens y joignaient en outre un cynisme sans limite qui pouvait ainsi les faire attaquer leurs alliés d'hier s'ils estimaient que tel était l'intérêt de la Sérénissime. La Venise que Daponte découvre en 1773 n'est plus que l'ombre de ce qu'elle fut autrefois. Seule demeure la magie. Magie du lieu, ville sortie de nulle part, ville faite de boue et d'eau. Magie des mœurs. On y prône la plus grande rigueur morale et religieuse et chacun se permet les plus folles libertés lors des carnavals et des nombreuses fêtes qui y sont organisées.
Un bel exemple de cette ambivalence est donné par les mésaventures vénitiennes de Giacomo Casanova. C'est en 1755 que Casanova sera arrêté par la police de Venise et enfermé à la fameuse prison des Plombs sans réel procès, accusé sans preuve de se livrer à la pratique de la Kabbale, cette science orientale faite de pratiques magiques et de beaucoup de superstitions. Casanova a du reste toujours contesté la réalité des faits dont il avait ainsi été accusé. Il ne pourra s'évader que 15 mois plus tard en fuyant par les toits. Il ne pourra revenir à Venise qu'après un exil de 18 ans, en 1773, année de l'arrivée de Da Ponte à Venise. Celui-ci y fait la connaissance de Casanova. Leur vie galante les avait mis en contact. Il l'apprécie et l'écoute volontiers même s'il s'en méfie. De son côté, Casanova semblera toujours touché par la personnalité de Da Ponte malgré une importante différence d'âge, puisqu'il avait 24 ans de plus que lui. Il aura fréquemment à son égard une attitude protectrice, essayant autant que faire se peut de le protéger contre sa naïveté, mais bien d'autres choses les rapprochaient, l'amour des femmes et du jeu ainsi qu'une certaine liberté d'esprit. Ils auront l'occasion de se retrouver à de nombreuses reprises plus tard, au gré de leur vie itinérante, à Vienne ou à Prague. Da Ponte a 24 ans lorsqu'il arrive à Venise. Le portrait dont nous disposons nous montre un homme au visage fin, mais encore presque poupin. Avec le temps ses traits se feront plus secs. On sait qu'il est grand et qu'il a une belle prestance. L'âge mûr le verra de plus en plus ressembler à Voltaire. Un visage tout en angle et des yeux pétillants d'intelligence. S'il n'est pas encore ce que les femmes appellent un bel homme, il est néanmoins assurément un beau garçon à l'esprit délié. C'est un homme d'esprit, il sait plaire, il sait qu'il plaît et il aime ça. Et ainsi que nous le verrons, son désir de séduction est multiforme. Il ne s'applique pas qu'à séduire les femmes qui lui plaisent, il est en fait en proie à un besoin de reconnaissance. On a souvent dit que Da Ponte était un débauché. S'il faut prendre le terme dans son sens réel, c'est à l'évidence faux. Tel qu'il les raconte dans ses mémoires, ses aventures sentimentales et sexuelles sont plus picaresques que sordides. Il aime les femmes, il ne s'en cache pas. Elles le lui rendent bien. Da Ponte restera toute sa vie lié à Casanova, mais il n'a pas, comme son aîné, ce penchant pour afficher sa collection. La frénésie de séduction de Casanova servira de modèle au personnage de Don Juan que Da Ponte écrira à Prague pour Mozart. Casanova, qui les fréquente tous deux à cette époque, y apportera même sa contribution littéraire. Dans ses mémoires, Da Ponte cède volontiers au respect d'un genre littéraire en vogue au XVIIIe siècle. Il sélectionne dans ce qu'il a vécu les aspects les plus spectaculaires et reste étonnamment discret sur certaines de ses aventures, surtout celle qu'il aura avec Angela Bellodi, l'Anne Soletta, sans doute une des seules femmes qu'il a réellement aimées. Les débuts de Da Ponte dans la cité des Doges seront marqués par ses excès. Dès les premiers mois de sa présence, alors qu'il est censé travailler pour une famille noble en qualité de précepteur, il noue une relation tapageuse avec une jeune femme, Angela Tiepolo, et surnommée selon l'usage vénitien la Tiepoletta. Elle a 23 ans lorsque Da Ponte fait sa connaissance, elle est mariée. Son mari Giulio Solderini est quant à lui, âgé de 51 ans. Le couple qu'elle forme avec lui n'est pas sans problème. Elle a eu 2 enfants, le dernier est né en novembre 1773. Or, le mari d'Angela refuse de les reconnaître. Il faudra une décision de justice, pour qu'enfin il finisse par le faire officiellement. Il devait avoir de sérieux doutes sur sa paternité, pour en arriver à un tel refus. Il faut aussi lui concéder que la vie de sa femme ne devait pas le prédisposer à la plus grande confiance. Angela Tiepolo est issue d'une vieille famille noble de Venise. La famille est ruinée depuis longtemps et n'a conservé de l'ancien statut qu'une certaine morgue à l'égard de tous ceux qui n'appartiennent pas à ce monde. Da Ponte se jette à corps perdu dans cette relation, sans retenue, sans aucun souci de l'opinion. Cette aventure apparaît surtout être pour lui un véritable séisme sensuel qui le bouleverse. On ignore quel était son passé en la matière. Il y a cependant fort à parier que cette relation avec la belle Angela, si elle n'est pas sa première expérience sexuelle, est à coup sûr celle qui lui fait découvrir toute l'étendue de ce qu'elle peut recéler. Il est pourtant encore prêtre. Son ordination semble bien loin de lui lorsqu'il rejoint toutes les nuits la Tiepoletta. Il faut aussi reconnaître à la décharge de Da Ponte
que le fait de l'avoir enfermé pendant toute sa jeunesse au séminaire n'avait pas dû contribuer à son épanouissement affectif. On peut comprendre les débordements dont il fera preuve pendant les premiers mois qu'il passera à Venise. Durant cette brève période de quelques mois, on sait à peu près qui il fréquente, on sait le type de vie qu'il mène. On ne travaille jamais, on ne prend même pas le temps de lire, on joue beaucoup, et surtout la nuit. Daponte fréquente le Ridotta, la Redoute, une maison de jeu aux mains de la noblesse vénitienne qui sera du reste fermée un an plus tard, en 1774, par une décision des autorités vénitiennes. Dans ses mémoires, Daponte, qui apparaît toujours aussi mal à l'aise avec ses origines, en décrit le fonctionnement. À cette époque existait à Venise la célèbre maison de jeu connue sous le nom de Ridotto, dans laquelle les nobles riches avaient le privilège exclusif de tenir la banque avec leur propre argent, et les nobles pauvres avec celui d'autrui, le plus souvent celui des descendants d'Abraham. Nous y passions toutes les nuits, et presque toujours en rentrant chez nous, nous maudissions le jeu et ceux qui l'avaient inventé. On imagine Daponte revenir au petit matin, le plus souvent dépouillé de son argent, chez l'une ou chez l'autre pour attendre la nuit suivante. C'est la vie typique des jeunes oisifs dans la Venise du XVIIIe siècle. Lorsqu'il manque d'argent, Daponte use d'expédients, il vend ses vêtements. C'est du moins ce qu'il prétend lorsqu'il se remémore cette période de sa vie. C'est déjà ce qu'il prétendait avoir fait lorsque sa famille traversa une mauvaise passe, après la mort de Monseigneur Daponte, les laissant sans protecteur et surtout, sans financement pour les études des enfants de la famille. L'explication est un peu courte, sauf à imaginer qu'il ait pu se constituer une véritable collection de vêtements de prix. Mais, dans cette hypothèse, il resterait à savoir avec quels moyens financiers celle-ci aurait pu avoir été réunie, alors que ses seules ressources préalables devaient être ses gages de professeur au séminaire de Portogruaro, ce qui ne pouvait sans doute pas lui permettre de tels investissements. Il est vrai que Daponte a donné quelques leçons aux enfants de quelques riches familles. Cependant, de son propre aveu cela ne dura guère. Angela Tiepolo, folle de jalousie, lui aurait coupé les cheveux pendant son sommeil afin de l'empêcher de se rendre à ses leçons, lui faisant ainsi perdre ce poste de précepteur. Ce qui est certain, c'est qu'il est bien vite remercié par ses employeurs. Le fait qu'il soit encore prêtre et qu'il entretienne une relation scandaleuse avec une femme mariée au vu et au su de tout un chacun choquait, même à Venise. Le fait que leur vie ne soit faite que de jeux d'argent, d'intrigues et de scandales lui fait rapidement perdre tout crédit aux yeux de ceux qui auraient pu l'employer en qualité de précepteur. Daponte est comme aimanté par la belle Angela. Il la décrit dans ses mémoires qu'il rédigera pourtant plus de 50 ans plus tard avec une fraîcheur et une précision qui laissent songeur. Petite, délicate, charmante, blanche comme la neige, avec 2 yeux languissamment doux, et 2 fossettes ornant ses joues pareilles aux roses. C'est la fille d'un patricien célèbre à Venise, issue d'une famille noble ayant donné un doge et de nombreux édiles à la Sérénissime. Elle n'est toutefois pas parente avec les peintres, il n'y a entre eux qu'une simple homonymie. C'est une relation houleuse, faite de ruptures et de disputes. Daponte décrit lui-même cette liaison comme une passion violente. Les raisons de ce manque de sérénité sont du reste relativement simples à saisir. Aucun des deux ne dispose de revenus, tous deux dépensent sans compter et s'adonnent au jeu, et aucun des deux n'est d'une fidélité exemplaire. Par ailleurs, Angela a un frère jumeau qui est son âme damnée et à qui elle pardonne tout. Et pourtant il est joueur, querelleur, vindicatif et faible. Il mène la même existence que sa sœur et exige de trouver en Daponte un banquier bienveillant lorsqu'il est à court d'argent. Ce cocktail produit des mélanges littéralement... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.